Zone Europe. Bonjour et bienvenue dans Zone Europe sur Sensation. Voici le sommaire de ce nouveau numéro. L'eurodéputée Marie-Pierre Védrenne sera l'invitée de Corentin Alonso, l'occasion d'évoquer le sans-abrisme. 700 000 personnes se retrouvent chaque nuit sans abri dans l'Union. L'Europe et son fonctionnement, nous vous parlerons du médiateur européen. L'Europe dans notre quotidien, on vous dira tout sur la fin du géoblocage. Les expressions populaires, pour mourir, les Français disent « casser sa pipe ». Que dit-on ailleurs? C'est ce que nous verrons à la fin de cette émission. Mais avant, que fait l'Europe dans votre région? Un exemple tout de suite. Zone Europe, l'Europe dans ma région. Aujourd'hui, je reçois Marie-Raphaëlle Minier, coordinatrice jeunesse et responsable des programmes Erasmus à la Maison de l'Europe des Yvelines. Bonjour. Bonjour. Alors, la Maison de l'Europe a lancé son nouveau projet, le GIRA. On va en parler ensemble dans cette émission. Mais avant cela, quelles sont les missions et ambitions de la Maison de l'Europe des Yvelines? Alors, comme les 36 Maisons de l'Europe du territoire français, nos ambitions sont généralement de rapprocher les citoyens des thématiques européennes de l'Europe, leur montrer que c'est pas juste quelque chose d'un petit peu abstrait à Bruxelles ou à Strasbourg, mais des actions concrètes dans leur quotidien. Et pour mon volet plus particulièrement, de promouvoir la mobilité européenne, notamment celle des programmes Erasmus, à des jeunes en réinsertion ou en décrochage scolaire. Alors, Voilà. la Maison de l'Europe organise des formations sur l'Union européenne, des rencontres, des débats ou encore des colloques. Tout à Qu'est-ce fait. qu'on peut retrouver justement dans ces formations, par exemple? Alors en ce moment, c'est vrai qu'au niveau des colloques, on est un petit peu bridé, pour pas dire qu'on ne peut plus en faire si ce n'est en version numérique ou sur des formats type Facebook Live. Donc ce qu'on a maintenu, ce sont les formations pour nos jeunes, qu'on continue à faire partir un petit peu envers et contre tout et comme on peut, en tout cas en Espagne et on l'espère un petit peu plus tard en Irlande. Donc des formations sur leur pays d'accueil, la culture d'entreprise, la culture du pays tout court, des cours de langue. Puisque quand on a quitté l'école à 15 ou 16 ans, on n'a pas forcément un niveau d'anglais ou d'espagnol satisfaisant. Et aussi plein de nouveaux formats dont on parlera plus tard, comme l'amitié franco-allemande ou le pacte vert européen et comment faire de notre quotidien un quotidien un petit peu plus vert justement. Donc voilà, les anciens modules, comment se préparer à une mobilité internationale, et les nouveaux qu'on essaye de mettre en œuvre cette année, malheureusement beaucoup en visio. Alors, la Maison de l'Europe des Yvelines lance un nouveau projet, le GIRA, Oui. Un partenariat entre 6 pays, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Pologne, la Grèce et la Suède. Tout à fait. En quoi consiste ce projet? Alors ce projet est une suite, c'est un reboot ou un remake, je ne sais pas, d'un projet qui s'est clôturé l'an dernier, qui s'appelait le REDIT, donc un projet avec les mêmes pays, les mêmes partenaires, et qui avait pour but de mettre en lumière des initiatives citoyennes dans ces 6 pays, dans les zones rurales, pour montrer que ce sont des zones actives, que les groupements citoyens essayent de faire plein de choses pour que les gens cessent de quitter les campagnes et continuent à les trouver attractives. Et ce projet a bien fonctionné. Au niveau du rapport final, on a eu une bonne note de l'agence Erasmus. Du coup, on s'est un petit peu remotivé pour en faire un deuxième, malgré la conjoncture un peu compliquée. Donc même partenaire, même pays, même problématique. Comment faire pour que les zones rurales restent des zones attractives, des zones d'avenir, des zones où il se passe plein de choses, avec un focus particulier, le nouveau pacte vert européen, et comment s'appuyer là-dessus pour mettre en place des actions. Alors, en vous basant sur le Green Deal ou le pacte vert européen, C'est ce que vous venez de dire, vous vous concentrez sur cette question, comment rendre les villes plus vertes? Oui, tout à fait. Quelles sont les solutions justement pour rendre les villes plus vertes? Alors dans un premier temps, surtout écouter les habitants, que ce soit des zones rurales ou des communes qui ont décidé de mettre en œuvre un verdissement, ou en tout cas une durabilité, un processus de ville durable, de mobilité durable, etc. Être à l'écoute des besoins, s'appuyer sur les initiatives locales, s'appuyer sur les initiatives des jeunes. Même si ce n'est pas le premier public visé par le projet, on compte aussi sur eux. C'est mettre en lumière des projets dont on n'entend pas forcément parler habituellement, grâce à un guide numérique de bonnes pratiques, dans lequel les habitants peuvent aller piocher pour se dire « Ah ben tiens, un cours de cuisine sur les traditions locales, ça peut fonctionner. Tiens, une bibliothèque numérique ou une bibliothèque ambulante, ça peut marcher. » Voilà, c'est vraiment donner le plus d'idées possible pour que les gens aient connaissance de ce qui se passe, pas seulement autour de chez eux, mais aussi en Grèce, aussi dans une campagne polonaise et aussi au fond des bois en Suède.
Alors justement, qu'est-ce qui a été prévu concernant le projet Gira? Est-ce que les différents pays et villes vont échanger autour de cette problématique de rendre les villes plus vertes? Est-ce qu'il va y avoir des rencontres, des débats? Alors, initialement, on avait prévu sur ce projet-là une rencontre dans chaque pays partenaire, contrairement au premier projet où nous n'avions fait que 4 rencontres, là on en a prévu 6. Maintenant, voilà, on se heurte un petit peu à la problématique de la Covid et des fermetures pas des fermetures de frontières, mais des quatorzaines, des restrictions à l'entrée. Quand on fait un meeting de 5 jours pour aller rencontrer les partenaires polonais et qu'on vous demande une quatorzaine, un test PCR, ben voilà, c'est compliqué. Donc on espère qu'au printemps, ce sera possible de commencer vraisemblablement avec la Suède ou la Grèce. Après, des rencontres numériques, pourquoi pas? On n'espère pas, puisque l'important c'est de se voir et d'échanger sur le terrain. C'est quand même le cœur du projet. Alors justement, vous en parliez un petit peu, le projet Gira qui durera 30 mois Ouais. et mis en place en pleine période de crise sanitaire. Ouais. Est-ce que malgré tout, vous êtes inquiet ou est-ce que vous avez justement de l'espoir pour que ce projet se mène à bien? Les deux. Oui, on est inquiet bien évidemment parce que, pour vous donner un exemple très concret, c'est un projet qui a commencé il y a 6 mois et sur lequel, officiellement, la date du début de projet était début septembre et on n'a rien pu mettre en place à part créer un logo, faire des rencontres numériques avec les partenaires principaux pour se dire voilà, on va faire ça. Mais c'est surtout beaucoup d'interrogations pour voir comment mettre en œuvre. Alors oui, on va le faire, puisque lors de la dernière rencontre qu'on a faite en ligne avant les fêtes, on s'est dit on n'annule pas. On y va, il y a forcément un moment où on pourra partir. On échange beaucoup avec l'agence Erasmus qui porte et qui finance le projet et qui est de bons conseils pour dire voilà, ne vous inquiétez pas, si vous ne faites pas les rencontres dans le bon ordre, si vous commencez par la Pologne au lieu de commencer par la Suède, vous ne serez pas pénalisés. On aura sûrement aussi 6 mois de délai à la fin du projet. Ce sont les directives de l'agence, les reports de projet. Donc voilà, on va le faire, on va le mettre en œuvre. Et là, pour nous, délégation française, nos objectifs en ce début d'année, c'est de mettre en place des activités au niveau local, parce que les Yvelines sont quand même un territoire essentiellement rural. Donc de voir ce qu'on peut faire déjà sur place pour commencer à documenter le projet. Et aujourd'hui, l'environnement est un enjeu important, notamment pour la jeune génération. Comment expliquer que la jeune génération est plus sensible à l'environnement et que faites-vous pour intégrer les jeunes dans ce projet? Alors pourquoi? Je ne sais pas exactement. En tout cas, je suis ravie de les voir s'impliquer. Ça avait commencé, je pense, il y a quelques années avec les premières marches pour le climat, où on voyait les jeunes se mobiliser. Et c'est vrai que c'était impressionnant de les voir se mobiliser pour la cause climatique en se disant c'est chouette, ils s'intéressent vraiment à leur avenir et ils ont envie de consommer différemment. Et je pense que les jeunes ont quelque part pris conscience que le mode de vie peut-être de leurs parents, de la génération juste d'avant, n'est pas viable, n'est pas durable et qu'il faut trouver d'autres moyens de fonctionner. Moi, je travaille beaucoup dans les lycées, je vois les jeunes faire la guerre à la cantine. Non, faut arrêter les couverts en plastique. Non, faut pas gâcher. Qui essayent d'envisager le vélo, le roller, le skate, qui se déplacent autrement. Donc je pense qu'en s'appuyant sur les idées des jeunes, on peut vraiment mettre en place de belles initiatives. Alors justement, le projet Gira, je le rappelle, rassemble 6 pays. Oui. Est-ce que justement dans ces 6 pays, les citoyens souhaitent aussi de plus en plus des villes plus vertes? Oui, tout à fait. Et ouais. Comment est-ce qu'il l'explique, comment expliquer justement que les gens veulent des villes plus vertes au lieu de finalement aller dans les campagnes, veulent rester dans la ville mais avec quelque chose de beaucoup plus vert, beaucoup plus attractif? Je pense qu'on a fait un petit peu bouger les limites. Il n'y a pas forcément cette dichotomie entre ville et campagne. On peut se dire, on peut vivre à la campagne en bénéficiant d'une offre de transport correcte, d'une offre culturelle, d'une offre éducative tout à fait performante. Et à contrario, on peut aussi vivre en ville sans forcément être cerné par le béton. Je pense qu'on n'est plus obligé de choisir entre ville et campagne. On peut simplement choisir un mode de vie qui nous correspond et qui est agréable. Je pense que c'est ça que les gens se sont dit. Alors le projet Gira, et on va pas se mentir, un beau projet qui allie l'échange entre les pays et la protection de l'environnement. Oui. C'était essentiel pour la Maison de l'Europe des Yvelines justement de prendre part à ce projet et de tout faire pour le mener à bien. Oui, tout à fait. Et ce que je vous disais tout à l'heure dans nos nouveaux contenus de formation, nous on s'est engagés pour ce projet à former nos jeunes à nous à faire des mobilités plus vertes. C'est-à-dire que j'ai inclus un module de formation expliquant aux jeunes, sur des petites choses de la vie de tous les jours, on n'est pas obligé de prendre un abonnement de bus, on peut louer un vélo, on peut, par exemple, si vous faites une mobilité en Allemagne, maintenant on n'achète plus de billets d'avion, on prend des billets de train. On essaye
dans nos petites capacités, parce qu'on reste une petite structure, de faire des choses cohérentes. Faire des sessions sur le tri sélectif, tout le monde n'est pas encore au point là-dessus, et c'est bien normal. Comment mieux s'alimenter, consommer local, etc. Ça fait vraiment partie des formations que je propose aux jeunes maintenant. Et c'est un projet qui pourrait aussi être reconduit s'il fonctionne bien ? J'espère. Je pense qu'il y aura de toute façon toujours des choses à faire pour le climat et pour une Europe plus verte, donc oui, j'espère. Eh bien, on vous l'espère aussi. Merci beaucoup, Marie-Raphaëlle Minier, d'avoir été avec nous sur Sensation. L'Europe et son fonctionnement, on s'intéresse aujourd'hui au médiateur européen avec la Maison de l'Europe et le centre d'information Europe Direct. Zone Europe, c'est quoi ? Olivier Janox, vous êtes responsable du centre d'information Europe Direct à Saint-Germain-en-Laye. C'est quoi le médiateur européen ? Le médiateur européen est une personne au sein des institutions qui a pour vocation de résoudre les problèmes de mauvaise administration entre l'Union européenne et les citoyens européens. Très simplement, si vous pensez que vous avez été victime d'un cas de mauvaise administration, donc de la part d'une institution européenne, que vous pensez qu'elles ont violé leurs droits, qu'elles vous ont causé un problème, un dommage, un litige ou quelque chose comme ça, et que vous ne souhaitez pas forcément résoudre la question via un volet judiciaire ou juridique, vous pouvez utiliser le médiateur afin d'essayer d'obtenir une solution à l'amiable. Donc pour cela, le médiateur se saisit librement. Il peut être saisi soit par Internet, soit par envoi d'un courrier postal. Si vous souhaitez faire une saisine de plainte, une information assez importante à savoir, c'est qu'en fait, quand on souhaite faire une plainte, il faut déjà demander en fait à l'institution européenne concernée avec laquelle on a un litige de lui demander déjà de mettre fin à ce litige, et c'est seulement à ce moment, si l'institution a refusé de mettre fin à ce litige, qu'on peut aller devant le médiateur. À partir de ce moment-là, au moment où le médiateur est saisi, il va lancer une enquête où ses services vont aller questionner l'institution européenne concernée, voir les différentes versions et essayer de trouver un accord à l'amiable ou un terrain d'entente commun afin de mettre fin au litige. Si la solution retenue convient à tout le monde, fin du litige. Si la solution proposée par le médiateur ne convient pas, le citoyen a la possibilité donc par la suite de poursuivre l'institution européenne concernée en justice devant le tribunal. Le médiateur européen en fait il est élu par le Parlement européen. Actuellement c'est l'Irlandaise Emily O'Reilly qui est à la tête qui est médiatrice européenne, et on pourrait croire que c'est une institution qui n'est pas forcément importante, mais quand on voit les cas dans lesquels le médiateur a été amené à se prononcer, on se rend compte que le médiateur joue un rôle important. Par exemple, on a eu un cas comme ça où en fait un citoyen irlandais avait demandé à l'Agence européenne du médicament la communication d'un document concernant les effets secondaires d'un médicament concernant l'asthme que prenait son enfant. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce médicament avait provoqué des séquelles corporelles à cet enfant-là. C'était pas forcément indiqué dans la notice. Et grâce à cette communication donc des documents avec les effets indésirables à la base que l'Agence européenne du médicament ne souhaitait pas transmettre, ce citoyen a pu obtenir réparation pour le préjudice qu'il a subi. Zone Europe, l'invité politique. Alors c'est une crise à laquelle de nombreux pays de l'Union européenne sont confrontés, le sans-abrisme. Je reçois Marie-Pierre Védrenne, bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputée, membre du groupe Renew Europe, et vous êtes vice-présidente de la Commission du commerce international. Alors avant d'évoquer les propositions du Parlement européen sur le sujet, je voudrais que l'on dresse d'abord l'état des lieux du sans-abrisme en Europe. Alors au moins 700 000 personnes seraient touchées et se retrouvent chaque nuit sans abri dans l'Union. C'est 70% de plus qu'il y a 10 ans. Comment est-ce qu'on peut expliquer une telle envolée ?
Vous avez raison de souligner que même avant le choc du Covid, nous faisons face à une augmentation du sans-abrisme en Europe et c'est pour ça qu'à la fois dans la commission emploi et à la fois dans la commission des pétitions, nous nous sommes saisis de cette question et de travailler sur avoir justement des logements qui soient plus accessibles, notamment en termes de loyer, bien évidemment, parce que ça contribue justement au sans-abrisme. Et puis il y a toutes les questions relatives de manière globale au pouvoir d'achat, à l'emploi, parce que quand vous n'avez pas d'emploi, quand vous n'avez pas de revenus, bien évidemment, c'est beaucoup plus difficile de trouver un logement et vous rentrez en fait dans un cercle vicieux. Donc tout l'enjeu du Parlement européen est de travailler justement sur l'accessibilité du logement, mais aussi sur les conditions pour avoir un travail décemment rémunéré qui permettent justement d'avoir une vie décente parce que vous avez évoqué ces chiffres et on le voit qui cessent d'augmenter. On voit aussi les différences qui peuvent émerger d'un pays à l'autre, qui ne touchent pas non plus toujours les mêmes personnes. Et il faut qu'on agisse au Parlement européen pour appuyer les États membres sur cette question. Et c'est là où le Parlement européen a aussi un rôle de coordination et de bien travailler avec les échelons nationaux et locaux qui sont en premier front sur le sujet. Enfants, femmes, familles, personnes âgées, minorités, migrants. Est-ce qu'on sait qui sont les types de personnes qui souffrent le plus de sans-abrisme ? Dans les études qu'on peut avoir au Parlement européen, mais même de manière beaucoup plus globale, on voit effectivement que par exemple les familles monoparentales, notamment les femmes seules avec enfants, sont plus touchées par le sans-abrisme, mais aussi vous évoquez les migrants, on peut évoquer les mineurs isolés aussi. On voit bien que justement du fait de la crise que nous avons vécue migratoire, mais plus globalement aussi, ça ne touche pas que les migrants, ça ne touche pas que les réfugiés politiques, ça touche aussi les Européens. Je ne dirais pas qu'il y a une caractéristique et un portrait type. C'est-à-dire qu'à des moments de votre vie aussi, vous pouvez avoir des accidents dans votre parcours professionnel qui font que justement vous perdez votre emploi et que vous vous retrouvez ensuite sans capacité de pouvoir payer votre loyer et vous rentrez dans ce cercle vicieux. Donc tout l'enjeu du Parlement européen, c'est de voir quels sont, en fonction justement des personnes qui sont le plus touchées, quels moyens on peut mettre en face pour pouvoir lutter contre le sans-abri. Alors ces sans-abri sont encore plus que d'autres populations victimes de la pauvreté, des discriminations. Ils sont aussi confrontés à la violence de rue. Quels sont les besoins qui ont été identifiés ? Vous parlez du logement tout à l'heure notamment. Il va y avoir des besoins de plusieurs ordres. Il va y avoir effectivement le besoin de trouver un logement parce que si vous n'avez pas de logement, vous ne pouvez pas trouver un emploi, etc. Et vous faites face, comme vous venez de le souligner dans votre question, à des violences de rue, notamment pour les femmes. Il y a tout le travail qui doit être mené pour pouvoir avoir des hébergements d'urgence aussi, pour éviter justement que vous restiez dans la rue. Il y a un grand travail qui est mené par les associations, par les ONG aussi, pour pouvoir épauler les entreprises. Moi, je vois aussi dans la commission emploi et affaires sociales, je suis responsable du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation. C'est-à-dire que quand vous perdez votre emploi du fait de la mondialisation, il faut pouvoir aider les travailleurs, que ce soit pour une formation, que ce soit pour monter une entreprise, pour pouvoir rebondir en fait, et pour pouvoir avoir un emploi, parce qu'on sait que c'est vraiment la base qui fera que vous aurez un revenu et qui vous permettra de vous sortir de la plus grande précarité. Et puis aussi, ce qu'on voit aussi, c'est que au-delà du choc du Covid et avant, parce que vous avez dressé les chiffres sur une période avant le Covid, c'est que nous sommes à un moment dans une phase de transition en termes notamment d'emploi, parce que nous avons la transition écologique, nous avons la transition numérique, et il faut aussi qu'on agisse justement sur les emplois de transition, donner les capacités en formation pour pouvoir justement faire en sorte que toute personne puisse avoir accès à un emploi et maîtriser justement ces nouvelles technologies. Ces dernières années, on a parlé des chiffres, le taux de sans-abrisme a augmenté de 47% en France, en Belgique il a augmenté de 30% et même au Luxembourg de 288%. Est-ce qu'on a le sentiment qu'aucun pays n'est épargné par ce phénomène ? Effectivement, on voit bien en fait qu'aucun pays n'est épargné, mais on voit aussi que les choses peuvent être différentes entre les pays d'Europe de l'Ouest et les pays d'Europe centrale et orientale. Pourquoi ? C'est parce que sur les logements publics, sur les logements sociaux, nous n'avons pas bien sûr les mêmes politiques d'un État membre à un autre. Donc aussi en fonction des zones rurales, en fonction des zones métropoles, nous n'avons pas les mêmes difficultés, nous n'avons pas les mêmes chiffres.
chiffres et les personnes ne sont pas confrontées aux mêmes situations. Mais pourtant, c'est un problème qui émerge dans tous les États membres de l'Union européenne. Alors la crise sanitaire a entraîné la pandémie de Covid-19, a accentué la crise économique et sociale que nous connaissons. Les associations de solidarité témoignent d'un nombre de bénéficiaires qui augmente sans arrêt. De nouveaux profils aussi ont fait leur apparition, notamment les étudiants. Le pire est-il à venir si on ne met rien en place ? Je pense que le Parlement européen, très vite, au moment du choc du Covid-19, a tiré la sonnette d'alarme parce qu'on parlait beaucoup du côté économique, justement, du plan de relance. Et on a été plusieurs, je me souviens d'échanges avec ma collègue Sylvie Brunet, qui est avec moi dans la commission emploi, pour dire que non seulement nous faisions face à une crise sanitaire, une crise économique, mais une crise sociale. Parce que, justement, on a vu, à travers cette crise, toutes les vulnérabilités de notre modèle social européen. Même s'il est meilleur que d'autres, mais on voit encore les vulnérabilités et les faiblesses. Et on sait bien que dans ces périodes, c'est justement les plus vulnérables qui sont touchés en premier. Donc tout notre enjeu, ça va être faire en sorte d'assurer justement une relance qui soit coordonnée et juste socialement. Faire en sorte d'appuyer les États membres qui ont le plus de difficultés, qui ont des travailleurs qui sont dans des situations très délicates. Donc le Parlement européen pousse pour pouvoir agir sur ce volet-là. Autre exemple, le Parlement européen s'est toujours mobilisé pour le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation que je citais tout à l'heure, mais aussi sur le Fonds d'aide aux plus démunis. C'est faire en sorte que, par exemple, en France, les Restos du Cœur, la Croix-Rouge bénéficient d'un appui important pour pouvoir justement donner des repas aux personnes qui en ont le plus le besoin. Alors on le disait, le Parlement européen voudrait mettre fin au sans-abrisme et ce qui a été annoncé, la date c'est 2030. Grâce à différentes propositions, on va revenir en détail. La première consisterait à fournir un accès égal aux services publics tels que les soins de santé, l'éducation et les services sociaux. Effectivement, parce que là aussi, on voit bien justement que tout est lié. On a parlé du logement, mais quand vous avez des conditions de santé difficiles, quand vous êtes malade, quand vous ne pouvez pas vous soigner, je vais prendre un exemple tout bête, le mal de dos ou le mal de dents, mais vous ne pouvez pas être dans des conditions optimales pour rechercher un emploi ou pour travailler. Donc la santé, c'est prioritaire et on voit qu'avec le choc du Covid, l'Union européenne travaille sur l'émergence d'une Europe de la santé. On parle d'énormément de sujets, donc c'est important de pouvoir agir sur tous les fronts et faire en sorte que justement les piliers, bonne santé, juste revenu, logement décent permettent de sortir du sans-abrisme. Alors, deuxième proposition, soutenir l'intégration des personnes sans domicile sur le marché du travail via des programmes d'emploi, des formations et des programmes adaptés. C'est important de soutenir l'emploi ? C'est important de soutenir l'emploi, évidemment, parce que c'est aussi un facteur d'émancipation, mais pour ça, justement, il faut agir sur le volet des compétences, sur le volet de la formation. On vient, sur d'autres points, d'avoir un accord, par exemple, sur Erasmus. Là, c'est un autre sujet. Mais on voit bien que si on donne les compétences, si on travaille sur cette question de formation, la formation continue, la formation professionnelle, si on donne des clés, c'est ce qui fera que derrière, des employeurs se tourneront vers tout le monde et tous les travailleurs auront un emploi. Donc la nouvelle stratégie sur les compétences est essentielle. Et en dernière proposition, offrir un accès permanent aux abris d'urgence, et en plus des mesures de prévention et d'accompagnement qui existent déjà. De quoi s'agit-il cette offre ? En fait, il faut voir que l'Union européenne, sur cette question, elle agit sur une temporalité un petit peu en deux temps. Il y a effectivement l'urgence, c'est-à-dire que quand vous êtes justement dans la rue et que vous faites face à des violences dans la rue, etc., vous devez pouvoir être pris en urgence, vous devez pouvoir être hébergé, vous devez pouvoir avoir un toit sur la tête, vous devez pouvoir prendre une douche, vous devez pouvoir vous nourrir. Donc ça, c'est la situation d'urgence et c'est là où l'Union européenne agit aussi. Mais elle doit agir aussi sur du plus long terme et c'est des mesures qu'on vient d'évoquer sur la question de la formation, sur la compétence, sur le logement. Donc c'est vraiment cette volonté commune, l'urgence et une temporalité plus longue pour faire en sorte justement que nos taux de chômage diminuent pour pouvoir sortir le plus grand nombre de la précarité. La fin du sans-abrisme d'ici 2030, c'est un objectif plausible selon vous ? C'est un objectif plausible, mais pour ça, il va falloir travailler tous ensemble. Tout à l'heure, j'évoquais le rôle clé de l'échelon national, de l'échelon local. Donc il faut qu'on travaille dans le même sens. C'est pour ça aussi que le rôle du semestre européen, c'est-à-dire l'instrument de coordination de nos plans de relance, est capital. Parce que si nous n'avons pas une relance européenne qui soit coordonnée et qui soit juste socialement, nous n'arriverons pas à atteindre nos objectifs.
Alors, travailler sur une définition commune, une meilleure collecte des données et des indicateurs cohérents pour être en mesure de mieux comprendre et évaluer l'ampleur du problème, c'est aussi un objectif du Parlement européen. Et puis le Parlement européen demande aux États membres d'adopter le principe du logement d'abord. Alors ça veut dire quoi ? C'est exactement ce qu'on dit depuis le début de l'émission, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de logement, vous ne pouvez pas trouver un emploi, vous ne pouvez pas vous loger, vous ne pouvez pas prendre votre douche, vous ne pouvez pas arriver finalement au travail dans les meilleures conditions. Si vous avez faim, là aussi, vous n'êtes pas en capacité de travailler. Donc c'est à partir du logement que vous pouvez bâtir votre vie. Alors justement, le logement, le prix de l'immobilier s'est envolé ces dernières années dans de nombreuses grandes villes européennes. L'encadrement des loyers dans des villes, est-ce que ça peut être une piste à suivre ? C'est des pistes qui sont évoquées par exemple à Paris, là sur des compétences plus nationales. On voit bien aussi, ça pose une autre question, ça pose la question de l'aménagement du territoire, ça pose la question de la cohérence. On voit aussi les oppositions justement qu'on peut avoir entre zones rurales et métropolisation. Je crois qu'il y a un vrai travail à faire sur les métropolisations parce que on voit toute la difficulté justement d'avoir un loyer et des logements que par exemple sur la rénovation thermique ou quand vous avez peut-être un logement mais qui est en fait une passoire énergétique et que vous mettez une grosse partie pour pouvoir vous chauffer, là aussi c'est un cercle vicieux. Donc il faut pouvoir agir sur tous les fronts. Alors à l'échelle nationale, est-ce que vous avez repéré des pays qui ont mis en place des bonnes pratiques, qui ont pu être efficaces et montrer leur efficacité en Europe ? Suivant les sujets, on voit effectivement que certains pays ont des bonnes pratiques et c'est ça aussi le rôle de l'Union européenne, c'est de voir quelles sont les choses qui fonctionnent bien dans certains États membres. On peut le voir en Espagne et au Portugal, alors qu'on sait qu'il y a des difficultés. On peut le voir aussi en Suède, sur les questions de l'emploi, sur la question justement aussi de la solidarité, où vous avez beaucoup d'associations qui travaillent sur ces questions. Donc maintenant, tout l'enjeu, c'est de mettre tout le monde autour de la table. C'est là aussi où Nicolas Schmit et d'autres commissaires ont un rôle considérable et nous, le Parlement européen, on sera à leur côté pour pouvoir répondre à ces ambitions. Alors avant de nous quitter, Marie-Pierre Védrenne, on va passer au Money Time, une série de questions-réponses rapides. Alors première question, de quoi l'Europe est-elle synonyme pour vous ? De liberté. Quelle est votre destination préférée en Europe ? Il y en a beaucoup. Mis à part la Bretagne. Mis à part la Bretagne, j'aime beaucoup l'Italie. Quelle femme ou homme politique a le plus œuvré, selon vous, à la construction européenne ? Simone Veil. Qu'est-ce qui vous motive au quotidien ? Ma fille. Et enfin, à quoi ressemblerait l'Europe dont vous rêvez ? L'Europe dont je rêverais, une Europe beaucoup plus unie, beaucoup plus juste et qui s'affirme. Merci beaucoup, Marie-Pierre Védrenne, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes membre du groupe Renew Europe et aussi vice-présidente de la Commission du commerce international. Que fait l'Europe dans notre quotidien ? La fin du géoblocage, Olivia Schmoll nous en dit plus. Zone Europe. Vous êtes en voyage d'affaires en Allemagne et vous risquez de louper la retransmission d'un match du PSG. Vous êtes en Hongrie et vous craignez de ne pas pouvoir regarder les nouveaux épisodes de la Casa de Papel. Rassurez-vous, vous pouvez profiter de vos abonnements numériques lors de vos séjours temporaires dans l'un des pays de l'Union européenne. De nouvelles règles sur la portabilité des services de contenu en ligne établis par le Parlement européen et le Conseil sont entrées en vigueur le 1er avril 2018. Les plateformes vidéo comme Netflix, MyCanal, Amazon Prime, les services de musique en ligne comme Deezer, Spotify ou Apple Music, les jeux en ligne comme Steam ou Origin ou encore les plateformes de e-book sont concernés. La portabilité des abonnements ne s'applique qu'aux services payants, en sont exclus les plateformes de replay de certaines chaînes, de télévision et de radio. 64% des Européens utilisent Internet pour jouer à des jeux, visionner des images, regarder des films ou écouter de la musique. Les expressions populaires, mourir, les Français disent casser sa pipe ou bien encore passer l'arme à gauche. Les Portugais disent battre les bottes. Les Belges aller au royaume des taupes. Que dit-on ailleurs ? Regardez. Zone Europe, expression d'ici et d'ailleurs. Les Roumains disent donner le sou au prêtre. Au Portugal, on dit bater les bottes, ce qui veut dire battre les bottes. Aux Pays-Bas, on dit tourner le coin. En Italie, on dit attisicare i paliti, ce qui veut dire avoir les jambes raides. Zone Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci aux équipes techniques du Parlement européen de Bruxelles. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation. Bonne soirée. Zone Europe sur Sensation.